GLQ 1100, Géologie générale, cours 4, les roches sédimentaires, module 2, la météorisation physique. La météorisation. Le terme anglais pour désigner la même chose, c'est le weathering. Donc, le weathering en anglais, la météorisation en français. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça concerne l'ensemble des processus d'altération et de désagrégation des matériaux exposés aux conditions climatiques. On distingue les processus où c'est simplement de la désagrégation physique sans changer la composition de la matière, des processus où là, il y a de l'altération chimique qui va changer la composition. On commence par les processus de désagrégation physique qui ne changent pas la composition de la matière. Il y en a 4 principaux. Le premier, ce sont simplement les variations thermiques. Par exemple, les variations diurnes. Hein? On est dans un endroit chaud du globe, un désert, par exemple, là. Et le jour, la température peut monter jusqu'à 50 et la nuit retomber à 0. Eh bien, il faut savoir que chaque minéraux a un coefficient d'expansion thermique. Et si on prend des exemples, le quartz, c'est réputé ne pas varier de volume avec la température. C'est une propriété importante du quartz. Cependant, les amphiboles, ça allonge beaucoup, les micas aussi. Et là, bien, quand on a une roche qui est formée de tous ces minéraux-là, il y en a qui allongent beaucoup quand ça réchauffe. Il y en a d'autres qui ne bougent pas. Bon, tu sais, chacun a son coefficient. Et là, bien, quand on a des variations thermiques importantes, ça crée des stress sur les joints qui attachent tous ces minéraux-là ensemble. Et là, bien, la répétition de ces variations thermiques crée une fatigue des matériaux. Et ça finit que, tout d'un coup, hop, il y a un joint qui lâche et il y a un grain minéral qui se détache de la roche. Eh bien, les variations thermiques, c'est un premier processus qu'on invoque ici. Un second qui est peut-être plus important sous le climat de Montréal, mais peut-être encore plus important si on monte plus au nord encore, la gélifraction. La gélifraction, c'est dû au fait que l'eau gèle à des températures inférieures à 0 degré Celsius. Donc, si on est dans une région du monde où la température peut descendre en dessous de 0 degré Celsius et qu'on a de l'eau en surface, eh bien, on peut être exposé à ce qu'on appelle ici la gélifraction. C'est dû au fait que quand l'eau gèle, elle augmente de volume. Une augmentation de l'ordre de 9% de mémoire, comme ça, là. Et cette augmentation de volume génère des pressions très, très, très élevées. On a mesuré en laboratoire, dans des essais triaxiaux là, où on contrôle la pression, là, quand on gèle de l'eau dans des conditions de confinement comme ça, on peut générer des pressions de l'ordre de 2 tonnes par centimètre carré. C'est bien assez pour casser la plupart des roches, d'autant plus que c'est une force qui va agir comme en extension. Hein? C'est de l'eau qui rentre dans des fissures, et là, ça va chercher à ouvrir la roche, ça prend l'expansion, et ça ouvre la fissure un peu plus. Les roches sont faibles en traction, sont fortes en compression, mais faibles quand on les sollicite de cette façon-là. Donc, ça peut briser efficacement les roches, la gélifraction. Regardons maintenant un troisième processus, la formation de cristaux. Ça peut sembler étrange, on a déjà parlé de formation de cristaux dans un module précédent. Eh bien, ce sont le problème est plus sévère dans les régions arides de ce monde. Quand l'eau dans le sol devient très saturée, eh bien, on peut atteindre le point de saturation des sels qui sont dissous dans cette eau-là, comme par exemple les sulfates. Et là, bien, quand commence la cristallisation de sulfate, ça crée une augmentation de volume très importante. Et là, bien, comment ça peut affecter des matériaux?
on a de l'eau qui s'infiltre, encore une fois, dans des fissures ou éventuellement, là où le problème a été bien documenté, pour la première fois qu'on a constaté ça, et c'est en Égypte. On avait installé des structures en béton un peu partout dans les années 50 et le béton n'avait pas été traité pour ce petit problème-là. Il faut savoir que le béton a une certaine porosité. Donc, si on a de l'eau qui s'infiltre dans le béton et qu'ensuite de ça, cette eau-là finit par s'évaporer, eh bien, il y a des cristaux qui vont se former à l'intérieur du béton. Or, ces cristaux-là exercent une grande force d'extension à l'endroit où ils se forment. Et là, bien, ça peut désagréger des structures en béton, tout comme la gélifraction, tantôt qu'on parlait, là, l'eau qui passe à l'état de glace, ça augmente de volume. Eh bien, une saumure qui cristallise, il y a une augmentation de volume qui est associée avec ça. On pourrait penser que c'est principalement les pays arides qui sont exposés à ça. Est-ce qu'à Montréal, ici, on échappe à ça? Pas du tout. On a réussi à créer artificiellement ce problème-là. On a fait ça, ce sont les endroits où on est sur les autoroutes, par exemple, là, où on étend des selles de déglaçage. On étend des selles de déglaçage pour rendre la route moins glissante pour les voitures qui continuent de circuler à haute vitesse. Or, ces selles de déglaçage-là vont se dissoudre dans la glace qui fond et on va se retrouver avec une saumure sur la chaussée. Et là, bien, quand une voiture passe là-dedans, ça éclabousse de l'eau salée sur les parapets de chaque côté, par exemple. Une partie de cette saumure-là s'infiltre dans la structure et surtout quand c'est des faces verticales, ça va sécher au soleil. Et là, bien, des cristaux vont se former à l'intérieur dans la porosité du béton et ça va lentement faire éclater le béton. Bon, eh bien, on a eu des ouvrages ici au Québec qui se sont désagrégés prématurément pour cette cause-là. Maintenant, on fait un peu plus attention, mais ça s'est produit et ça peut se reproduire. Après les cristaux, on peut parler d'un dernier processus, la décompression. Ça va concerner les massifs rocheux qui se font exhumer. On a déjà parlé un petit peu de l'histoire du Mont-Royal. Hein? C'est un magma qui s'est mis en place environ à 2 km de profondeur et durant les derniers 124 millions d'années, s'est fait progressivement exhumer. T'sais, la dénudation des continents là, a apporté des matériaux en mer et hop, notre masse de gabbro cristallisée dans un environnement de confinement avec une pression de 2 km de roche par-dessus, là, et maintenant l'air libre. Eh bien, c'est un phénomène de décompression. Il se produit des fissures subhorizontales qu'on appelle des joints de décompression. Les massifs en granit sont encore plus exposés à ce problème-là. Et c'est assez commun qu'un massif de granit s'exfolie comme en plure d'oignon. Eh bien, pourquoi ces joints-là, là, parallèles à la surface du sol, ce sont des joints de décompression? C'est ce qu'on parle présentement. Eh bien, ceci résume nos processus physiques pour la désagrégation des roches. Ça termine ce deuxième module sur les roches.